En MotoGP, il y a des pilotes qui sont détestés. Il y a des chefs d'équipe qui sont détestés. Et puis, il y a cet homme, un dirigeant qui n'a jamais gagné une course de MotoGP. Il n'a jamais décroché de pole position. Il n'a jamais soulevé de trophée dans la catégorie reine. Mais malgré tout, il a mis fin à plus de carrières sportives que de nombreux rivaux sur la piste. Certains pilotes le considèrent comme un visionnaire. D'autres ne veulent tout simplement plus jamais travailler avec lui. Et le plus incroyable, c'est que tandis que des milliers de fans le critiquent, les résultats semblent lui donner raison. Car sous sa direction, KTM est passé d'une marque pratiquement inexistante en MotoGP à une usine capable de gagner des courses et de tenir tête à des géants historiques comme Honda, Yamaha ou Ducati. Alors, comment quelqu'un peut-il être à la fois l'un des hommes les plus importants du MotoGP moderne et l'un des plus détestés du paddock? La réponse a un nom, Pete Beirer. Et quand vous connaîtrez certaines des décisions qu'il a prises ces dernières années, vous comprendrez parfaitement pourquoi sa seule présence divise tout le paddock. Car pour Pete Beirer, il existe une règle par-dessus toutes les autres. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez accompli. Si vous ne performez pas, vous êtes dehors. Avant de commencer, dites-moi une chose en commentaire. Engageriez-vous un patron capable de licencier n'importe qui pour gagner? Ou préférez-vous quelqu'un de plus loyal même s'il obtient moins de résultats? Car la réponse à cette question définit parfaitement qui est Pete Beirer. Pour comprendre pourquoi le cas de Remy Gardner a provoqué une réaction si forte dans le paddock et parmi les fans, il faut d'abord comprendre ce que ce nom représentait dans le monde du motocyclisme en 2021. Gardner n'était pas un pilote qui avait atteint le sommet du système par inertie ou grâce à l'argent des sponsors. Il avait remporté le championnat Moto 2 de la manière la plus exigeante possible, en affrontant une génération exceptionnellement forte, en gérant la pression d'être le fils de Wayne Gardner, champion du monde 500 cm3 en 1987, et en démontrant une constance que beaucoup considéraient comme le signe le plus clair qu'il était prêt à passer à la catégorie reine. De plus, il l'avait fait au sein de la propre structure de KTM, avec l'équipe Tech 3. Ce n'était pas un talent externe que KTM recrutait avec incertitude. C'était un produit de leur propre système, quelqu'un en qui ils avaient investi du temps, des ressources et de la confiance pendant des années. L'ascension en MotoGP semblait la continuation naturelle d'une histoire que KTM avait écrite depuis le début. Ce qui s'est passé sur la piste en 2022 fut plus compliqué. La RC16 à cette époque restait une moto aux caractéristiques très particulières qui ne s'adaptait pas de la même manière à tous les styles de pilotage. Elle était exigeante physiquement, elle exigeait une confiance dans le train avant que de nombreux pilotes mettaient des saisons à développer. Et Gardner, comme la plupart des rookies en MotoGP, indépendamment de leur talent antérieur, a eu besoin de temps pour trouver ce niveau de confiance sur une moto radicalement différente de tout ce qu'il avait piloté auparavant. Les résultats de cette première saison ont reflété cette difficulté. Ce n'étaient pas les résultats que KTM attendait, bien que dans le contexte de ce que la plupart des rookies produisent lors de leur première saison en MotoGP, ils n'étaient pas non plus statistiquement extraordinairement négatifs. Ce qui fut extraordinaire et ce qui a transformé l'affaire en nouvelle au-delà du résultat sportif fut la réponse de Pete Beirer. Au lieu de gérer la situation en interne, comme c'est la norme dans le paddock lorsqu'une équipe et un pilote ne performent pas comme prévu, Beirer a fait des déclarations publiques remettant en question le niveau d'engagement et l'attitude professionnelle de Gardner. Des mots comme ceux-là, prononcés par le directeur du département MotoGP de KTM dans un média, ne sont pas simplement une critique sportive. C'est une forme de communication qui, dans le paddock, a des conséquences qui vont bien au-delà de la course suivante. Car lorsque le directeur de votre équipe déclare publiquement que vous n'êtes pas suffisamment engagé, ce message parvient à toutes les autres équipes du paddock.
Il parvient aux directeurs sportifs qui, à ce moment-là, peuvent être en train d'évaluer des recrutements. Il parvient aux sponsors qui lient leur investissement à l'image du pilote. Et il parvient à d'autres jeunes pilotes au sein du système KTM qui lisent entre les lignes qu'aucune position n'est garantie par aucun résultat antérieur, pas même un titre mondial. KTM n'a pas renouvelé le contrat de Gardner pour 2023, une seule saison. Sans la deuxième chance, que la plupart des environnements compétitifs du sport automobile considèrent comme le minimum raisonnable pour évaluer un pilote dans une nouvelle catégorie, la réaction du paddock fut significative car elle venait de multiples directions. Des pilotes qui n'avaient jamais fait partie du système KTM ont exprimé leur malaise face à la manière dont la situation avait été gérée. Des directeurs d'autres équipes ont signalé, avec la discrétion diplomatique habituelle dans le paddock mais avec suffisamment de clarté pour qui savait lire, que ce type de gestion publique des problèmes avec un pilote n'était pas la norme pour des raisons liées à la culture du paddock et au respect que les professionnels s'attendent à recevoir indépendamment de leurs résultats. Et les fans, en particulier les Australiens et ceux qui avaient suivi la trajectoire de Gardner depuis le Moto2, ont traité ce qui s'était passé avec une indignation qui a trouvé ses canaux habituels sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés. La question qui est restée en suspens dans l'air fut la même que le public se pose toujours dans ces situations. Si même le champion du monde de la catégorie immédiatement inférieure, pilotant la moto de l'usine qui l'avait formée, ne recevait pas une deuxième chance de prouver sa valeur, quel message cela envoyait-il sur la culture de KTM sous la direction de Behrer ? Le cas de Gardner aurait pu être lu comme une anomalie s'il avait été le seul de son genre. Mais ce n'était pas le cas. Et quand on le met en perspective avec les cas précédents, le schéma qui émerge est suffisamment cohérent pour que l'étiquette de broyeur de pilote, qui n'est pas une métaphore créée par les fans, mais une qui a commencé à circuler au sein même du paddock, s'avère assez précise comme description du système. Johann Zarco fut peut-être le cas le plus frappant avant Gardner car il est arrivé chez KTM avec un profil qui rendait son échec particulièrement surprenant et son départ particulièrement révélateur. Zarco, en 2019, n'était pas une promesse. C'était une réalité confirmée. 2 championnats, Moto2 consécutifs en 2015 et 2016 l'avaient transformé en l'un des pilotes les plus convoités du marché. Sa première année en MotoGP avec Tech 3 Yamaha avait produit des résultats qui ont surpris tout le paddock. Et quand il est arrivé chez KTM, il existait dans l'ambiance une réelle attente que son intelligence technique et sa capacité à analyser et développer des motos pourraient être exactement ce dont la RC16 avait besoin à cette phase de son développement. Ce qui s'est passé fut le contraire. La RC16 de 2019 était une moto avec des caractéristiques de comportement où la confiance dans le train avant était absolument critique. Et Zarco, dont le style de pilotage dépendait en grande partie d'une sensation spécifique de la roue, avant que la Yamaha lui donnait et que la KTM ne lui fournissait pas de la même manière, n'a jamais trouvé cette connexion. Les séances d'entraînement produisaient des données qui ne convainquaient personne. Les résultats de course ne s'amélioraient pas au rythme attendu. Et la relation entre le pilote et l'équipe a commencé à se détériorer d'une manière qui, dans le paddock fermé du MotoGP, était difficile à cacher. Le processus qui a mené à la rupture anticipée du contrat de Zarco a eu sa dimension publique et sa dimension privée. La dimension publique fut une série de déclarations des 2 parties qui reflétaient la tension accumulée. La dimension privée, selon des sources du paddock de l'époque, fut une négociation qui tenait autant du soulagement mutuel que de la rupture conflictuelle. Zarco voulait partir. KTM, d'une certaine manière, voulait aussi qu'il parte. Mais la manière dont ce départ a été géré publiquement a laissé l'impression que le projet n'avait pas suffisamment pris en compte les caractéristiques du pilote avant de le recruter. Ensuite, d'autres sont venus.
Danilo Petrucci est arrivé chez KTM depuis Ducati avec un historique de victoires en MotoGP qui incluait une victoire au Mans sous des conditions de pluie que beaucoup considèrent comme l'une des meilleures performances de la dernière décennie dans la catégorie. Il a duré une saison. Ces résultats n'ont pas satisfait les attentes et le contrat n'a pas été renouvelé. Iker Lecuona représentait un profil différent, le jeune talent que KTM avait développé au sein de sa propre filière et qui est arrivé en MotoGP comme un pari sur l'avenir. Il n'a pas non plus obtenu les résultats que l'équipe attendait dans le temps que l'équipe a jugé suffisant pour les évaluer. Et sa carrière en MotoGP s'est terminée avant de pouvoir se consolider. Raúl Fernández est arrivé en tant que vice-champion de moto 2 en 2021, la même année où Gardner remportait le championnat, avec d'énormes attentes basées sur une performance en Moto 2 qui avait été extraordinaire. Son adaptation à la RC16 fut particulièrement compliquée et la relation avec l'équipe s'est également terminée prématurément et de manière pas spécialement propre en termes d'image publique. Ce qui unit tous ces cas est une caractéristique du système KTM sous Beirer qui est cohérente bien qu'inconfortable. L'équipe a une clarté absolue sur ce qu'elle veut voir en termes de résultats. Elle a des délais définis en interne pour évaluer si cette performance arrive. Et lorsque l'évaluation est négative, elle agit avec une rapidité et une décision qui, dans l'environnement normal du sport automobile, est inhabituelle car la plupart des équipes ont une aversion naturelle à accepter publiquement qu'une décision de recrutement était une erreur. KTM sous Beirer n'a pas cette aversion. Elle peut changer de pilote avec une vitesse que ses rivaux ne reproduisent pas. Et cela présente des avantages compétitifs évidents car cela signifie qu'ils ne sont jamais piégés trop longtemps dans des situations qui ne fonctionnent pas. Mais cela a aussi un coût en termes de perception que le marché des pilotes a de l'équipe en tant qu'employeur. Pour comprendre la fonction réelle que Tech 3 remplit au sein de la stratégie de KTM, il faut d'abord comprendre l'histoire de cette équipe avant l'arrivée de KTM. Tech 3, sous la direction d'Hervé Poncharal, était, pendant ces années en tant qu'équipe satellite de Yamaha, l'un des projets satellites les plus respectés du championnat. Poncharal avait bâti une culture d'équipe qui combinait rigueur technique et traitement humain envers les pilotes, que beaucoup dans le paddock citaient comme exemplaires. Il avait développé des pilotes importants, avait obtenu des résultats pertinents avec du matériel qui était techniquement celui de l'année précédente par rapport aux pilotes d'usine et avait démontré qu'une équipe satellite pouvait être plus qu'un appendice du programme officiel. Lorsque KTM a pris le contrôle de l'équipe, cette culture n'a pas complètement disparu car Poncharal est resté à la tête de la structure opérationnelle. Mais la philosophie qui déterminait à quoi servait Tech 3 au sein de l'écosystème KTM a changé de manière significative. Dans la vision de Beirer, Tech 3 n'est pas simplement une deuxième équipe qui concourt avec du matériel de l'année précédente pour donner plus de présence sur la grille et générer plus de données de télémétrie. C'est un point d'évaluation active où KTM teste des pilotes dans des conditions de compétition réelles. Cette distinction semble subtile mais a des conséquences énormes pour les pilotes qui y entrent. Dans une équipe satellite conventionnelle, le pilote sait que son objectif principal est d'apprendre et de se développer pendant que l'équipe officielle porte le poids du développement technique. Il y a une certaine protection dans cette situation. L'attente de résultats immédiats est moindre et la marge de progression est plus grande. Chez Tech 3 sous la direction stratégique de KTM, le pilote sait ou devrait savoir s'il a correctement lu l'ambiance du paddock, que chaque course est aussi une audition, que les données produites lors de ces sessions sont comparées directement à celles de l'équipe officielle, que si cette comparaison n'est pas favorable dans le temps que KTM considère suffisant pour une évaluation,
il existe dans le système une liste de candidats attendant l'opportunité, et que l'historique de l'équipe avec ses pilotes ces dernières années n'incite pas à l'optimisme quant à la patience qu'il recevra si les résultats n'arrivent pas rapidement. Cela génère une pression psychologique chez les pilotes de Tech 3 qui n'a pas d'équivalent direct dans d'autres équipes du championnat. Ce n'est pas seulement la pression normale de performer en MotoGP qui est déjà considérable en soi. C'est la pression supplémentaire de savoir que le standard avec lequel vous êtes évalué peut changer à tout moment et que la deuxième chance, si l'historique de l'équipe sert de référence, pourrait ne pas arriver. Pour KTM, cette pression fait en quelque sorte partie de la conception. Un pilote qui sent que sa position n'est pas garantie produit fréquemment sa meilleure performance parce que la motivation extrinsèque de ne pas perdre son siège amplifie la motivation intrinsèque de vouloir gagner. C'est un principe de gestion qui existe dans de nombreux environnements compétitifs et qui produit des résultats mesurables en termes de performance à court terme. Le débat est de savoir si ce modèle est durable à long terme. Car les pilotes qui quittent le système KTM avec des expériences négatives ne disparaissent pas du paddock. Ils parlent avec leurs collègues, ils parlent avec leurs agents et ils contribuent à construire une réputation de l'équipe en tant qu'employeur qui peut éventuellement affecter la qualité des candidats prêts à entrer dans le système, surtout ceux qui ont suffisamment de marché pour pouvoir choisir. Comprendre Pete Beirer en tant que dirigeant sans comprendre son histoire de pilote, c'est comme essayer de comprendre un architecte sans savoir qu'il a commencé comme ouvrier sur un chantier. L'expérience formative explique tout. Beirer est arrivé au motocross professionnel avec un talent évident dès son jeune âge. Il a concouru au plus haut niveau du championnat du monde de motocross pendant des années, accumulant des résultats qui le plaçaient parmi les meilleurs de sa génération dans une discipline qui exige un profil physique et mental très spécifique. Le motocross de haut niveau est brutal dans ses exigences. Les circuits sont des surfaces irrégulières qui changent pendant la course. Les chutes sont fréquentes et le pilote doit se relever et continuer tout en traitant l'impact physique et émotionnel de la chute. La résistance à la douleur et la capacité de prendre des décisions dans des conditions de stress physique extrêmes sont des qualités que le motocross cultive d'une manière que d'autres sports mécaniques ne reproduisent pas avec la même intensité. Cette formation a eu une fin abrupte et irréversible. En 2003, lors d'une épreuve du championnat du monde de motocross en Bulgarie, Beirer a subi une chute qui a entraîné une lésion médulaire, le laissant avec une paralysie partielle. Le type d'accident qui, dans le domaine médical, est décrit en termes fonctionnels et qui, dans le domaine humain, représente une transformation complète de la vie qu'une personne avait construite et qu'elle avait prévu de continuer à construire. Pour un pilote en activité avec une carrière qui avait encore des années de développement devant elle, cette situation a une dimension de perte qui va au-delà du sportif. L'identité d'un pilote professionnel est construite sur ce qu'il peut faire physiquement sur la piste. Lorsque cette possibilité disparaît de manière violente et irréversible, la question de savoir qui vous êtes sans cette activité n'a pas de réponse facile. Beirer a trouvé sa réponse chez KTM. Il est retourné à l'usine autrichienne non pas comme pilote mais comme dirigeant, entamant un processus de transformation de la marque dans le domaine sportif qui prendrait des années mais qui aurait une cohérence et une ambition sans précédent dans l'histoire de KTM. La stratégie qu'il a mise en œuvre partait d'une prémisse que ses concurrents ont mis du temps à prendre au sérieux. KTM n'allait pas essayer de gagner en MotoGP en achetant de l'expérience externe. Elle allait construire cette expérience de l'intérieur. Elle allait développer sa propre filière de pilotes, sa propre philosophie de développement de moto et sa propre culture de compétition qui serait KTM dans chaque détail. Pas une version de ce que faisait Honda ou Yamaha avec le logo orange collé dessus. Cela a impliqué des décisions qui, à l'époque, semblaient étranges. Investir massivement dans la Red Bull Rookies Cup pour identifier et développer de jeunes talents avant que d'autres constructeurs ne les remarquent. Construire une structure Moto3 et Moto2
2, qui serait le passage préalable obligatoire pour arriver en MotoGP au sein du système. Accepter des années de résultats médiocres en MotoGP comme coût nécessaire d'un processus d'apprentissage qui n'avait pas de raccourci. Lorsque Brad Binder a remporté le Grand Prix de République tchèque en 2020, offrant à KTM sa première victoire en MotoGP, ce résultat n'était pas le fruit du hasard que les titres de presse de ce jour-là laissaient entendre. Ce fut la conséquence d'une décision prise des années auparavant de suivre un chemin qui, à court terme, ne produisait pas de victoire, mais qui, à long terme, construisait la base pour les obtenir. C'est le contexte que Beirer voit lorsqu'il prend des décisions concernant des pilotes qui, de l'extérieur, semblent froides ou inconsidérées. Il n'évalue pas la performance d'un pilote dans le vide. Il l'évalue dans le cadre d'un plan à long terme qui a sa propre logique et ses propres priorités. Et lorsqu'un pilote ne correspond pas à ce plan, l'efficacité du système exige que la situation soit résolue rapidement, même si ce n'est pas toujours de la manière la plus élégante. La gestion de l'arrivée de Pedro Acosta en MotoGP fut peut-être l'épisode le plus complexe de l'histoire récente de KTM en termes de communication publique et d'impact sur la perception de l'équipe, précisément parce qu'il s'est produit à un moment où KTM était déjà compétitive et que les décisions avaient des conséquences plus visibles et plus analysées. Acosta est arrivé dans le système KTM avec une réputation qui, dans le paddock du motocyclisme, se construit en années et qu'il avait construite en quelques mois. Sa saison de début en Moto3 en 2021 fut statistiquement l'une des meilleures de l'histoire récente de la catégorie. La vitesse d'adaptation, la constance des résultats et la manière dont il gérait les pressions d'une catégorie aussi imprévisible que le Moto3 ont généré un rare consensus dans le paddock, où le débat sur le talent d'un jeune pilote dure normalement des années. Acosta était différent. C'était le genre de talent qui apparaît une fois tous les nombreux ans. KTM le savait mieux que quiconque car c'était son pilote. Et cela créait un problème qui était en quelque sorte le meilleur problème possible pour une équipe. Comment accélérer l'arrivée en MotoGP de quelqu'un qui est clairement prêt plus tôt que ce que le processus normal du système aurait prévu, sans déstabiliser les structures que vous avez en fonctionnement? Car KTM avait des engagements. Elle avait des pilotes sous contrat dans l'équipe officielle et chez Tech 3. Elle avait une logique de développement qui avait fonctionné pendant des années et qui dépendait de la stabilité de ses structures. Et elle avait le meilleur jeune talent du paddock en Moto 2, démontrant semaine après semaine qu'attendre n'était pas la bonne décision. Ce qui s'est passé pendant les mois de négociations et de spéculations précédant l'annonce de l'intégration d'Acosta en MotoGP fut une période particulièrement inconfortable pour les pilotes qui pouvaient être affectés. Augusto Fernandez, qui avait remporté le championnat Moto2 en 2022 et qui avait un contrat avec KTM, a vécu cette période en sachant que son avenir dans l'équipe dépendait partiellement d'une décision qui concernait un autre pilote et non directement sa performance sur la piste. Cette situation, un pilote en attente de savoir s'il conserve son siège pendant que l'usine gère les ambitions d'un autre pilote, est l'un des scénarios les plus inconfortables qu'un professionnel du sport puisse vivre. Car la marge d'action propre est minimale. Vous pouvez continuer à performer au maximum et cela ne garantit rien si la décision stratégique que l'usine doit prendre pointe dans une autre direction. KTM a finalement résolu la situation et Acosta est arrivé en MotoGP en 2024 avec GasGas, la marque sœur. Et les résultats qu'il a produits lors de sa première saison ont largement justifié la décision de ne plus attendre. Mais le chemin jusqu'à ce point a de nouveau laissé la sensation que plusieurs cas antérieurs avaient généré, que au sein du système KTM, la position de tout pilote est contingente d'une manière qui n'existe pas de la même manière dans d'autres équipes. Pour Beirer, cette contingence est une force du système, pas une faiblesse.
Une équipe qui peut déplacer ses pièces rapidement lorsque la situation l'exige est une équipe qui peut s'adapter. Et dans un championnat qui change aussi vite que le MotoGP, la capacité d'adaptation est souvent plus précieuse que la stabilité. Pour répondre à la question de savoir si Pete Beirer mérite l'étiquette d'homme le plus détesté du MotoGP ou si cette étiquette déforme plus qu'elle n'éclaire, il est nécessaire de faire quelque chose que le débat public fait rarement, séparer les différents critères d'évaluation qui se mélangent normalement dans la même conversation. Du point de vue des résultats sportifs, le bilan de Beirer à la tête du programme MotoGP de KTM est difficile à contester honnêtement. KTM est arrivé dans la catégorie reine en 2017, étant littéralement le seul nouveau constructeur en des décennies à tenter de concourir à partir de zéro en MotoGP. Lors des premières saisons, les résultats étaient modestes, ce qui était complètement prévisible étant donné le niveau des rivaux et le temps qu'un tel projet nécessite pour mûrir. Mais la trajectoire fut constamment ascendante. La première victoire est arrivée, les suivantes sont arrivées. Des pilotes comme Brad Binder et Jorge Martin, formés ou développés au sein de l'écosystème KTM, ont démontré que le système de développement de talent fonctionnait. Et le championnat 2023 de Jorge Martin, bien qu'il soit arrivé avec Pramac Ducati, fut possible en partie grâce à la formation que Martin a reçue au sein du système KTM les années précédentes. Ce n'est pas de la chance. C'est la conséquence de décisions stratégiques correctes mises en œuvre avec cohérence pendant des années, y compris des décisions qui, à l'époque, furent impopulaires. Du point de vue de la culture de travail et du traitement envers les pilotes, l'évaluation est plus complexe. Il y a un argument légitime selon lequel le paddock du MotoGP, comme tout environnement professionnel de haute performance, devrait pouvoir distinguer entre des résultats insuffisants et un manque d'opportunités adéquates. Un pilote de Moto2 qui arrive en MotoGP pour la première fois de sa carrière et qui, lors de sa première saison, ne produit pas les résultats que l'équipe attendait, peut être en deçà de son potentiel réel pour des raisons qui ont plus à voir avec la courbe d'apprentissage inévitable de cette transition qu'avec ses capacités fondamentales. Lui donner une deuxième chance n'est pas un acte de charité. C'est une décision d'investissement rationnelle si l'évaluation du potentiel du pilote reste positive. Et il y a des cas dans l'historique de KTM où cette deuxième chance aurait pu produire des résultats différents. Mais l'autre argument est également légitime. Le niveau de compétition en MotoGP est si élevé et le rythme d'évolution technique si rapide que les équipes qui attendent trop longtemps des résultats qui n'arrivent pas perdent des opportunités qui ne reviennent pas. Et KTM, en tant que constructeur relativement récent dans la catégorie, ne pouvait pas se permettre le luxe des temps d'attente que Honda ou Yamaha, avec des décennies d'histoire et des réserves financières bâties sur ces décennies, pouvaient assumer. Ce qui rend la figure de Pete Beirer particulièrement polarisante, c'est qu'il incarne une manière de diriger dont le sport a besoin, mais qui est inconfortable à voir en action. Le sport d'élite produit des récits de loyauté, de famille, de communauté unie par des passions partagées. Mais sous ces récits existe toujours une logique de performance qui est beaucoup plus froide. Beirer ne cache tout simplement pas cette logique derrière les récits. Il la gère de manière visible et parfois bruyante, et cela génère la réaction émotionnelle que cela génère. Est-il le méchant du paddock ? Dans le sens où il y a des gens qui considèrent qu'il a agi de manière injuste envers des pilotes spécifiques, oui. Dans le sens où il aurait endommagé des carrières gratuitement ou pour des raisons étrangères à la performance sportive, les preuves ne soutiennent pas clairement cette conclusion. Et dans le sens où KTM, sans les décisions qu'il a prises, serait un projet moins compétitif qu'il ne l'est aujourd'hui, la réponse est sans équivoque non. La réalité la plus précise est probablement moins dramatique que l'une ou l'autre des deux narrations extrêmes.
Beirer est un dirigeant qui applique des principes de gestion qui n'ont pas été conçus pour maximiser le confort des pilotes, mais pour maximiser la performance du projet. Que parfois, ces principes produisent des situations qui, de l'extérieur, semblent inutilement dures est possible. Que l'alternative d'un système plus protecteur aurait produit les mêmes résultats sportifs est beaucoup moins probable. C'est peut-être la vraie raison pour laquelle Pete Beirer génère tant d'émotions, car il représente la face la plus froide du sport, la partie où les sentiments importent moins que les dixièmes de seconde, où les contrats valent moins que les résultats, et où une promesse peut disparaître en quelques mois. Mais il représente aussi autre chose, l'ambition, l'obsession de gagner et la volonté de prendre des décisions que d'autres n'osent pas prendre. C'est pourquoi certains le considèrent comme un méchant et d'autres un génie. La seule chose sûre est que sans lui, KTM ne serait probablement pas là où elle est aujourd'hui. Et tant qu'il continuera à prendre des décisions aussi agressives, la polémique est garantie. Maintenant, c'est à vous. Pete Beirer est-il un visionnaire qui a fait ce qu'il fallait pour transformer KTM en une puissance du MotoGP? Ou est-ce un dirigeant qui a franchi trop de limites pour obtenir des résultats? Je vous lis en commentaire.